Okay, let's go. Eh bien, c'est parti pour cette 21e édition du TDE. Au nom des organisateurs, je ne pouvais pas commencer sans vous remercier toutes et tous du vote de confiance que vous nous accordez aujourd'hui au TDE. Il y a des envieux, des enviés. Merci d'être là. On va démarrer la journée avec cette conférence. Alors, désolé, en termes de logistique, on avait prévu des nuages aujourd'hui. Heureusement, on a un très beau temps. Ça sera mieux sur les écrans du fond. Là, ça va être un petit peu clair. Et comme ça, vous pourrez nous écouter en espérant que vous arriviez à voir. Comment ne pas commencer, vous l'avez en photo dans la Gazette, par remercier les fondateurs du TDE. Gabriel, Jean-Yves, Nono, le trait d'union entre la nouvelle génération et les fondateurs, puisque vous savez qu'un témoin est passé au niveau de l'organisation. On est heureux de les compter parmi nous aujourd'hui, ils sont là. Ils sont à votre disposition et comme tous les polos bleus, du reste, si vous avez la moindre question aujourd'hui, vous vous adressez au polo bleu et fidèle à la baseline du TDE, les sponsors vous invitent, vous rayonnez et nous on fera le reste pour vous. Comment ne pas remercier ensuite l'équipe du TDE, la Team Orga sans qui rien ne serait possible. Alors je vais les citer tous un par un. Et puis ils peuvent venir devant pour faire une photo. Je voudrais vous demander d'applaudir Emma, Mélanie, Justine, Lola, Hervé, Tilan, Lucas, Fred, Mathieu, Marie, Ryan, Hector, Titran de la GM Entreprise que vous verrez tout à l'heure, Cyril, David, Mathéus. Merci parce que sans vous, cet événement ne serait pas possible. Alors les sponsors, cette journée est le fruit d'un engagement des sponsors, un tableau qui, je pense, pourrait faire rêver beaucoup d'acteurs, beaucoup de salons, beaucoup d'acteurs de la filière avec les partenaires les plus prestigieux. C'est eux qui vous invitent, c'est eux qui soutiennent l'événement, c'est grâce à eux que le TDE peut avoir lieu. Donc, je vous demanderai de les applaudir aussi énormément. Je ne vais pas les citer parce qu'ils sont trop nombreux, mais vous les voyez et c'est leur événement, c'est grâce à eux que cet événement a lieu. Alors, je vais en profiter pour faire un petit clin d'œil parce que parmi nous dans la salle, parmi vous, il y a des prospects pour le TDE. Il y a des confrères, il y a des constructeurs qui sont là pour venir voir à quoi ressemble le TDE dans le but de devenir partenaire du TDE dans le futur. Et donc je voudrais faire quelques clins d'œil spéciaux et amicaux à certains d'entre eux. Et je les ai mis là pour leur montrer qu'ils ont toute leur place. Hein. Amexio, Coexia, KWSoft, Rico, Xerox et tous les autres. Je vous annonce qu'au café ce matin, 2 d'entre eux ont déjà signé pour l'année prochaine. Donc nous aurons 2 sponsors de plus l'année prochaine. Et évidemment, Jérémy, rigole pas, tu es hautement invité à venir partenaire du TDE l'année prochaine. Je sais que tu t'y engagé moralement. Gilles Gann aussi qui doit être dans... Gilles, lève la main s'il te plaît, Gilles. Tu es où, Gilles? Gilou, lève la main, ne t'engage pas. Je sais que Laurent Prenant arrive cet après-midi pour signer le contrat. Bon, eh bien, profitez bien de cette journée et j'espère que l'année prochaine, vous ferez partie des sponsors avec nous. Quelques nouveautés, innovations. Vous avez vu cette magnifique structure qui avait un double objectif. D'abord, accueillir les presque 300 personnes que nous sommes aujourd'hui. Avoir un backup en cas de météo défavorable. Heureusement, elle le sera favorable. Vous voyez une innovation sur la marque TDE, qui sera peut-être une marque que l'on va déposer et que l'on va lancer pour le futur. L'objectif, c'est comment réutiliser ce polo et cette casquette en vacances
sans avoir le gros placard Doc One sur la manche et le gros logo du TDE. Donc là, vous avez un polo que vous pourrez remettre à volonté. Il a été fait pour ça, il a été pensé pour ça. Une compétition 18 trous ramenée à 15 trous. Le but, c'est de gagner du temps pour la conférence et de gagner du temps à la fin de la journée. Donc, merci aux golfeurs d'avoir accepté de diminuer un peu la formule de golf et un parcours 9 trous. Un photobooth à votre disposition de l'autre côté pour pouvoir faire des photos souvenirs. Parce que c'est ça aussi l'esprit du TDE, c'est de faire des photos souvenirs. Une remise des prix à 18 h pour essayer de vous libérer. On sait que demain va être une journée potentiellement difficile. Donc, pour tous ceux qui veulent partir tôt ce soir, on va essayer d'accélérer la remise des prix dès 18 h. Et puis enfin, les goodies qui vous seront remis à la fin de la journée en échange de votre badge. Pour pouvoir recycler les badges, on vous demandera de donner les badges pour que vous puissiez récupérer votre Welcome Pack, dont une exposition est à la fin de la salle. Donc si vous voulez voir les cadeaux qu'il ne faut pas manquer à la fin de la journée, ils sont au fond de la salle exposés. La Gazette TDE qui vous explique tout. Merci à ma fabrique à journal d'avoir sponsorisé la Gazette avec un hommage tout particulier à Nicole. Et on pense très très fort à Gabriel et à Nicole. Et enfin, avant de terminer, 11 h 20, on va avoir un exercice très particulier à faire qui consiste à ce que vous tous, vous preniez le chemin inverse d'il y a 10 minutes pour aller faire la photo sur l'herbe au milieu du golf, derrière le bar extérieur. Donc on vous demandera de bien nous suivre tous à 11 h 20 maximum pour pouvoir faire la photo de groupe. Je ne vous cache pas que c'est un challenge, mais nous sommes prêts à le relever avec vous. Merci à vous et je passe la parole à Jean-Luc pour lancer la conférence. Bienvenue à tous. Deux mots très rapides avant de passer la parole à la junior entreprise de Grenoble École de Management. Ce qu'on a fait cette année, c'est qu'on vous a écouté, on a écouté vos retours suite à la séance de l'an dernier et on a donné la parole aux jeunes. Donc le but aujourd'hui, c'est en fait de restituer une grande enquête qu'ils ont réalisée auprès de pratiquement 800 jeunes de 18 à 34 ans. On a analysé principalement deux dimensions. La première, c'est comment ces jeunes-là perçoivent leur relation avec leurs grands fournisseurs, c'est-à-dire certains d'entre vous, banquiers, assureurs, opérateurs télécoms, fournisseurs d'énergie, grande administration. Et ensuite, quels sont les arbitrages qu'ils peuvent faire d'un canal à l'autre, en fonction d'un moment, en fonction d'un type d'interaction. Donc c'est ça qu'ils vont essayer de mettre en lumière aujourd'hui. Soyez attentifs, il y a à peu près une heure de push, ils ont beaucoup de données. Soyez attentifs, à l'issue de la conférence, on aura une bonne séance de 15-20 minutes de questions-réponses avec des micros, on pourra circuler entre les tables, donc n'hésitez pas, loguez vos questions et puis on y reviendra après. Ils sont aussi de toute façon toute la journée avec nous, donc vous pourrez aussi évidemment profiter de leur science tout au long de la journée. Mais voilà, donc soyez attentifs. Il y a des choses qui sont un petit peu rugueuses à entendre pour la filière, mais surtout, vous verrez, il y a quand même 4-5 ouvertures qui, je trouve, sont super intéressantes, des sujets à creuser pour que tous ensemble, on arrive à donner en fait une valeur à la filière papier d'une part, bien remettre le papier au cœur du mix canal, et puis vous verrez qu'il y a encore pas mal de frustration sur cette classe d'âge, sur la façon dont ces grands fournisseurs interagissent avec eux. Donc il y a des places à prendre, il y a des choses à créer. Voilà, bonne conférence. Mesdames, Messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Titon Emmanuel, je suis président de GEM Junior Conseil. Je me permets de vous introduire rapidement cette conférence organisée par notre équipe. Je suis accompagné donc d'Hector Bourgeois, notre secrétaire général, ainsi que de Cassandra Rechtok, notre responsable qualité. Nous sommes ravis de vous présenter cette conférence aujourd'hui, d'environ 1 heure avec une session questions et réponses à la fin. Donc n'hésitez pas à prendre des notes si vous avez certaines questions, on y répondra. Et je laisse Hector présenter notre belle structure. Merci. Bonjour à tous, donc GEM Junior Conseil, c'est quoi?
C'est une association étudiante, loi 1901, qui s'apparente à un cabinet de conseil. Donc nous, ça fait 42 ans qu'on accompagne des entreprises de toute taille, donc de la PME jusqu'à l'Oréal par exemple, dans tout un tas de missions, en fait, pour qu'ils puissent s'améliorer tout au long de l'année et puis sur le long terme. Donc pour assurer cette qualité, on a beaucoup d'intervenants, et notamment Cassandra Repstock, qui va vous expliquer son rôle. Bonjour à tous, donc je m'appelle Cassandra Repstock, je suis responsable qualité et audit au sein de GEM Junior Conseil. Donc mon rôle au sein de la structure, mais aussi au sein de cette étude qu'on a fait aujourd'hui, c'est d'assurer la conformité et le respect des livrables, mais également le respect des lois et des normes qui nous est imposé par la Confédération nationale des juniors entreprises. Je vous remercie pour votre attention. Nous vous laissons entre les mains de l'équipe qui a travaillé pour vous aujourd'hui pour vous produire cette belle conférence. Et voilà, n'hésitez pas à prendre des notes, c'est important pour nous après, à la fin, pour que ce soit un petit peu interactif et intéressant pour vous. Et on sera également cet après-midi sur l'atelier IA si certains veulent nous voir cet après-midi. Merci beaucoup. Eh bien, bonjour à tous. On va directement commencer par la présentation de l'étude, le vif du sujet pour vous aujourd'hui. Donc, pour remettre un petit peu dans le contexte, même si on vous l'a déjà fait tout à l'heure, nous, on a essayé de se baser sur un public qui est cible pour vous aujourd'hui et assez stratégique, mais en même temps difficile à cibler, donc les jeunes, 18-34 ans. Et donc dans cette optique, on a vraiment essayé de comprendre la perception qu'ont les jeunes des parcours clients dans vos secteurs, donc la banque, la téléphonie, l'assurance, l'énergie et le secteur public. Et pour cela, nous avons vraiment essayé de mettre en lumière des moments clés tels que l'ouverture de compte, la déclaration de sinistre, la souscription de mobile, ainsi que les critères qui influencent ces choix de cette cible. Pour aujourd'hui, vous présenter certaines recommandations pour justement ajuster vos modèles d'interaction en phase avec les besoins et les modes de communication privilégiés de cette cible, donc des 18-34 ans. Alors pour cela, nous, on travaille très souvent en 3 phases. Je vous fais un petit peu de méthodologie. Donc une phase de cadrage, qui est souvent l'animation de réunions de cadrage pour comprendre vos besoins, les attentes du client. La sélection et le briefing des administrateurs. On a quand même administré 800 questionnaires, c'est beaucoup, donc on a besoin d'aide. Et évidemment, la co-création du questionnaire avec vous, le client. Enfin, la phase opérationnelle, qui est vraiment le cœur de l'étude. On va pouvoir suivre nos administrateurs, organiser certaines réunions, des tables rondes qualitatives et l'administration des 800 questionnaires. Et enfin, la phase d'analyse, de synthèse et de recommandation. Vous voyez dans le titre, c'est évidemment la collecte de toutes les données, l'analyse des données qu'on a pu avoir sur les tables rondes, sur les questionnaires et la rédaction de ce rapport de synthèse et des recommandations opérationnelles. Et aujourd'hui, tout particulièrement, la restitution de ce rapport devant vous. Très bien. Rentrons dans le vif du sujet. Merci Marie du coup, pour cette petite introduction. Commençons par le tri à plat. C'est là où je vous laisse le sommaire. Toutes les questions qui ont été du coup, posées aux personnes administrées, ça aura 18-34 ans. Ça va du coup de la répartition des âges jusqu'à la préférence des répondants concernant la gestion de leurs données personnelles. Donc on a couvert pas mal de sujets comme l'énumérait Marie et on va voir ça tous ensemble. Première du coup, la répartition des âges et des répondants. On a une grande majorité de 18-24 ans, 82%, du coup suivi des 25-29 avec 12% et 6% de 30-34 ans. Donc notre public, du coup la tranche la plus répondante du coup à notre petit questionnaire, c'est les 18-24 ans. Et même si les 25-29 ans et les 30-34 ans restent un échantillonnage assez important pour que ça puisse être cité du coup, pendant cette étude. Pardon. Ensuite, oui. La répartition géographique des répondants. Qu'à 61% des personnes du coup administrées proviennent de villes, 26% en banlieue et en ville moyenne et 13% en campagne. Alors ça s'explique notamment par la fracture du numérique. On sait que le numérique est moins, on le verra encore plus dans cette étude, mais le numérique a moins sa place et moins accessible dans les zones, on va dire, rurales. Et ça explique du coup un peu cette disproportion.
Mais du coup, leurs avis et leurs réponses ont été hyper importantes dans cette analyse, car elles témoignent du coup de beaucoup de fractures. Ensuite, là, sur l'analyse des revenus financiers, on a une grande majorité de personnes qui ont un budget de moins de 500 euros et on a une grande majorité en parlant de ça, de personnes qui vivent avec des aides de leurs parents. Donc 69% en vrai sur le graphique de droite. Et donc ça, c'est introduit des dimensions à ne pas négliger, à savoir celle du proche coach et de l'appui familial, dans le sens où l'appui familial va jouer un rôle très important du coup dans la décision de ces jeunes, car justement ils sont un peu subventionnés par leurs parents, donc leurs parents ont bien sûr leur mot à dire dans certaines situations, comme l'ouverture de compte en banque ou le changement d'opérateur mobile. Donc ça, c'est aussi une notion très importante. On a aussi des personnes qui sont, on a 31% d'indépendants, donc eux aussi ont des attitudes qui diffèrent du coup, de ces personnes qui sont en situation qui ne sont pas autonomes financièrement simplement. Ensuite, on va commencer par balayer du coup les différents secteurs. On a mis du coup un nuage de mots sur la perception de la banque. Qu'est-ce que vous pensez? Un mot concernant la banque. Et on remarque du coup des attentes contradictoires avec des termes positifs dans un premier lieu, à savoir confiance, disponibilité, service adapté, mais aussi quelques critiques. C'est ça sur tous les secteurs. Ne vous inquiétez pas, tout le monde va avoir droit à sa tirade, ne vous inquiétez pas. Donc aussi oui, le langage compliqué. Ça revient un terme qui revient souvent sur les différents secteurs. Donc du coup, de ce fait, 3 axes principaux émergent. La qualité relationnelle, la transparence et l'efficacité du coup pour les points positifs. En ce qui concerne la négativité, l'agressivité commerciale, la complexité du langage et les délais de traitement ressortent aussi. En ce qui en est du coup des assurances, le terme le plus répété est sûreté, ce qui est une bonne chose, mais encore une fois, des petites alertes comme complexe révèlent un peu d'une tension du coup, entre promesse de sécurité et méfiance. Donc ça met un peu ça explique, pardon, excusez-moi, un certain décalage du coup, entre les attentes des 18-34 ans. Ils veulent de la sûreté, mais en parallèle de ça, ils trouvent que les démarches sont trop complexes et les moyens de communication un peu trop opaques. Maintenant, sur l'énergie, le secteur énergétique, les mots fréquemment mentionnés sont électricité, renouvelable, vert et compliqué. Donc ces mots, c'est hyper important car la dimension du coup vert de l'énergie est un réel levier, surtout pour les 18-34 ans, ça revient assez souvent, assez fréquemment. En revanche, pour ce qui en est des points négatifs, on a long, les processus sont longs et on a un peu de termes comme pas commercial, voire même absent pour certaines fois. Et donc ça révèle ça un manque de praticité et donc c'est essentiel d'évoluer, de travailler là-dessus pour l'avenir de ce secteur. Ensuite, pour ce qui en est de la téléphonie, les termes les plus utilisés sont appel, service, communication et commercial. Donc cela montre que l'expérience du coup de communication est un réel levier dans ce secteur et pour l'instant marche. On va dire ça comme ça. Si les personnes le citent dans les premiers termes, c'est que ça marche, c'est plutôt positif. Et en revanche, pour ce qui est du négatif, on a les termes comme cher, réseau et forfait qui montrent des préoccupations liées au prix et à la qualité de service. On le sait, on le verra plus tard dans cette étude, mais le prix et la qualité de service est très très important pour cette génération-là, ils ont 34 ans, surtout le prix. Et donc on a certaines frustrations liées du coup à ces termes. Ensuite, pour ce qui en est des institutions publiques, là les termes les plus utilisés sont lents, administratifs et papier. Le papier est très assimilé, le format papier est très assimilé aux méthodes de communication des institutions publiques, ce qui est une bonne chose. En revanche, du coup, comme j'expliquais, les termes compliqués, inefficaces et lents viennent un peu
nuire du coup à la perception, ou nuit du coup à ce secteur. Les 18-34 ans perçoivent du coup une certaine démotivation et complexité, d'où une nécessité un peu de réformer cela et de l'adapter pour parler du coup à cet usage qui est si important. En ce qu'il en est du coup de la perception globale des fournisseurs, on peut déjà remarquer qu'une branche se distingue. On peut peut-être applaudir le secteur bancaire qui arrive premier de la classe, félicitations. Avec 38% d'avis favorables, premier, félicitations de loin. Par contre, forcément, il y a un dernier, je ne sais pas si on va le dire du coup, mais l'institution publique, 17% seulement. C'est pas que c'est mauvais, c'est 17% du coup d'acquis, mais on le voit surtout dans ces graphiques, c'est que le neutre, les perceptions neutres sont très importantes partout. On voit du 49% dans le secteur bancaire, 54% dans les assurances, 59% dans les énergies. Et donc c'est vraiment un réel game changer, du coup c'est 59%, c'est 52% à chaque fois, parce que c'est ces 50% qui ne sont pas promoteurs qu'il faut aller chercher justement. Et on verra du coup par la suite comment aller chercher ces cinquantaines de pourcents. Je laisse Ryan pour continuer ce tri à plat. On rentre donc dans les précisions. Là, c'était une question sur les décisions et les influences bancaires. Donc là, on a posé une première question. Avez-vous ouvert un compte bancaire vous-même? On a 44% qui ont répondu oui et 56% non. Les critères qui ressortaient souvent, c'était le prix et les recommandations. Et justement, on retrouve cette idée de proche coach dont Cyril a parlé. C'est-à-dire que les parents et les proches influencent beaucoup sur la décision d'une ouverture de compte. Et en revanche, l'influence des réseaux sociaux reste quand même marginale. Lors d'un sinistre, on leur a posé la question « Quel processus avez-vous suivi ?» 63% ont suivi un processus digital, c'est-à-dire qu'ils ont reçu des documents papier et des documents numériques. Et parmi eux, 53% n'ont pas reçu le papier, enfin, le papier n'a pas été imposé par l'assureur, ce qui est donc bon signe. On a plus d'une majorité qui a choisi le papier lors de ce processus. Et à la fin, là, dans le dernier graphique, on voit qu'il y a quand même eu 45% des personnes qui ont été satisfaites de ce processus, ce qui montre encore une fois que le papier, malgré le fait qu'il soit imposé ou non, reste quand même important. Alors, sur la fidélité des clients vis-à-vis des fournisseurs, on a 32% des répondants qui ont décidé de changer de fournisseur. Et bien évidemment, les raisons, c'était le prix, comme on a parlé juste avant. C'est vraiment un critère très important, surtout dans ce secteur. Voilà, on a des tarifs plus compétitifs, des offres plus adaptées et surtout la flexibilité des offres. C'est ça qui marque énormément ce secteur de l'énergie et de la téléphonie. Encore une fois, je reviens sur les critères les plus pertinents des fournisseurs. On le voit largement, c'est le prix qui domine, sauf pour les institutions publiques, là où ce qui est le plus important, c'est la simplicité des démarches et le service client. On cherche vraiment cette transparence et une communication claire. Maintenant, sur l'influence des publicités sur nos répondants, on a eu seulement 18% de personnes qui estiment être influencées par des publicités. Bon, je pense que c'est pas facile d'assumer qu'on est quelqu'un d'influençable, mais malgré ça, on remarque nettement que Instagram, donc les réseaux sociaux, dominent nettement l'influence de nos jeunes, donc 18-34 ans. Et voilà, on voit que la télé et la radio restent quand même très marginales, ce qui laisse plus de place aux réseaux sociaux. Maintenant, sur la réception des documents fournisseurs, c'est-à-dire les documents que les répondants reçoivent de leurs fournisseurs, on remarque que le processus hybride dont j'ai parlé, c'est-à-dire les documents papier et numérique, domine encore une fois largement. On retrouve vraiment cette flexibilité que recherchent les jeunes. Maintenant, sur la priorité des répondants pour la qualité du service client, voilà, on peut le voir, il y a deux critères qui dominent largement, la réactivité et la disponibilité. Cyril en avait parlé, voilà, par exemple dans le secteur de l'énergie, certaines personnes se plaignaient d'avoir des difficultés à avoir quelqu'un au téléphone. Et le deuxième critère, voilà, la capacité d'écoute et de compréhension rejoint cette même idée. Maintenant, sur la préférence et les perceptions des répondants concernant les documents qu'ils reçoivent des différents secteurs, on voit que pour la banque, 69% des 18-34 ans reçoivent des documents papier,
c'est environ 11 millions de personnes dans cette tranche de 18-34 ans. Et on voit que pour les autres secteurs, c'est à peu près pareil. Voilà, 62% pour l'assurance, 65% pour les fournisseurs d'énergie. On remarque que pour les opérateurs mobiles, c'est nettement moindre, parce qu'on met vraiment en évidence un progressif déplacement des usages du papier vers le numérique. Voilà, moi je sais que récemment j'ai reçu un message de mon opérateur mobile qui m'indiquait que le prix du forfait allait changer et que je pouvais avoir une réduction dessus. Mais c'est beaucoup plus simple. Plutôt que de recevoir voilà, un document papier, il faut que je le reçoive, j'aille à la boîte aux lettres, que j'y aille, que je regarde, que je lise un autre document, alors que là, pour l'opérateur mobile, pour l'opérateur mobile, non, c'est vrai que c'était drôle. Pour l'opérateur mobile, voilà, j'ai reçu un SMS, c'était rapide. J'ai reçu dans un premier temps une information qui m'indique que le prix de mon forfait allait changer, et dans un second temps, que je pouvais avoir une réduction. J'ai cliqué sur un lien, la réduction s'est faite, voilà, c'est rapide. On retrouve encore une fois cette rapidité, cette simplicité que les jeunes recherchent, et encore une fois on y reviendra. Et ensuite, pour les institutions publiques, évidemment ce chiffre est beaucoup plus élevé. 72% des 18-34 ans reçoivent des documents papier, ce qui équivaut à environ 12 millions de jeunes, tout simplement. Maintenant sur la fréquence de la vérification de la boîte aux lettres, on y vient. 52% des jeunes indiquent qu'il n'y allait qu'une fois par mois. C'est très peu, effectivement. Et souvent, ce qui était aussi ressorti, voilà, on avait fait des focus group avec des jeunes pour discuter un peu entre groupes de 10 personnes environ. Et ce qui ressortait souvent, c'était que le fait d'aller aux boîtes aux lettres, c'était souvent mauvais signe. Voilà. Pour nous, c'est plus synonyme de PV, d'amende. Forcément, on essaye de ne pas trop y aller. Maintenant, sur l'intérêt des répondants pour les communications personnalisées en format papier, là, on remarque que 85% des personnes ne sont pas intéressées par des communications personnalisées en format papier. Et ça, on y reviendra plus tard. Le papier, je pense qu'il a une nouvelle place dans ces secteurs. Mais en tout cas, le numérique prend le dessus quand il s'agit de communication personnalisée. Et on y reviendra avec la question d'après. Sur la préférence des répondants concernant la gestion de leurs données personnelles, on a 50% qui ne savent pas. Et ensuite, 21% qui préfèrent une approche intrusive mais personnalisée, et 30% une approche discrète, même si moins adaptée. Donc forcément, ça montre que les jeunes sont plutôt prudents avec leurs données et qu'ils ont besoin de mieux comprendre comment elles sont utilisées avant de faire confiance. Je laisse Cyril avec le tri croisé. Merci Ryan. On y reviendra encore une fois sur la boîte aux lettres, ne vous inquiétez pas. Ça a plu à l'audience, donc on y reviendra. En plus, c'est un bon indicateur. Maintenant sur le tri croisé, on a décomposé ça du coup en cinq parties. La première partie sur le profil et la perception. On a croisé concernant vos données personnelles, vous préférez une approche intrusive ou même et personnalisée, ou moins intrusive mais moins personnalisée, avec quel est votre âge. Et là on marque du coup que les 18-24 ans sont totalement partagés. On a 69% du coup de 18-24 ans qui sont pour une approche intrusive mais personnalisée, et aussi 76% des 18-24 ans qui sont pour une approche discrète même si moins adaptée. Donc vraiment il y a un réel clivage, un réel conflit entre ces 18-24 ans qui ne savent pas où se mettre entre l'approche à choisir. Et donc c'est quelque chose d'assez important. En revanche, on remarque qu'à travers plus l'âge augmente, plus la préférence pour la sécurisation la sécurité des données est très importante. On remarque par exemple pour les 30-34 ans une préférence pour la discrétion, 76%. Et pour les 25-29 ans, c'est un peu le tranche d'âge moyenne qui entre les 18-24 ans et les 30-35 ans, qui hésite un peu entre ces deux approches. Sur les canaux et supports relationnels, on a croisé par quel canal préférez-vous rentrer en contact avec un service client et dans quel type de zone habitez-vous actuellement. Ça a été très intéressant de voir ça, car du coup on remarque forcément des grandes disparités en fonction de la zone où on habite. On remarque que les grandes villes du coup concentrent en grande majorité les usages digitaux. On remarque par exemple les chats en ligne 58%, les applications mobiles 78%.
Donc vraiment les usages digitaux sont pas réservés mais souvent captés par les personnes qui vivent dans les grandes villes. Ça s'explique notamment par la fracture du numérique. A l'inverse, dans les zones rurales, on plébiscite plus souvent les supports traditionnels, on va dire, par l'email, 41%. Mais aussi on a quelques données intéressantes comme les réseaux sociaux qui arrivent deuxième avec 38%. Et données très importantes, 100% du coup des personnes qui préfèrent rentrer en contact par courrier sont des personnes qui vivent en zone rurale. Donc c'est une donnée hyper importante dans le sens où du coup ceux qui captent mieux du coup l'expérience papier, ce sont ces personnes en zone rurale. Parce qu'elles sont du coup, on le pense, moins connectées du fait de la fracture numérique. Ensuite, on a croisé par quel canal préférez-vous en contact avec un service client et seriez-vous intéressé par une communication personnalisée en format papier? Là, c'est la réelle bonne nouvelle pour le papier, car on montre que même les profils qui sont digital first, à savoir du coup qui préfèrent les chats en ligne, les réseaux sociaux, etc., seraient majoritairement ouverts à une communication papier personnalisée. Ça, on l'explique d'une manière qu'on détaillera par la suite, mais c'est surtout que le papier est surtout perçu comme un game changer dans le sens de la qualité. Le papier offre de la qualité. Ça, on y viendra juste après, mais on l'explique surtout par ça. Et à l'inverse, de manière paradoxale, on retrouve que du coup les personnes qui étaient plutôt attirées par le papier, là, sur cette question des communications personnalisées en format papier, seraient plutôt contre. Car pour elles, ce serait plutôt un excès de papier, car elles sont déjà du coup intéressées et on va dire ça, conquis par le papier. Et du coup, peut-être un excès, un surplus qui ne les intéresse pas. Voilà. Maintenant, on a fait une partie sur la banque et les crédits immobiliers, car c'est un secteur qui a beaucoup plu du coup de ce qu'on a vu. On a croisé quel est votre âge avec, dans le cas d'un projet immobilier, vers quel type de banque vous tourneriez-vous pour contracter un crédit. Et en fonction des âges, on a du coup différentes réponses. On a le 18-24 ans qui se dirige plutôt vers des banques traditionnelles, même si cette tranche d'âge est très très indécise, par bien sûr un niveau de projection qui est forcément plus faible que les 25-29 ou 30-34, avec un taux de je sais pas, à 45%. Et par contre, on remarque qu'à travers les âges, du coup, cette appétence pour les banques traditionnelles lors d'un crédit immobilier devient de plus en plus significative. 48% pour les 25-29, 56% pour les 30-34 ans. Donc ça montre que du coup que les banques traditionnelles proposent potentiellement plus de sûreté et à travers les âges, on a plus de chances de se tourner vers une banque traditionnelle pour contracter un crédit. Même si on remarque aussi que les courtiers indépendants et les banques en ligne plaisent de plus en plus aux 30-34 ans, du fait de leur prix surtout, et aussi de leur communication. Encore une fois, maintenant sur les banques et crédits immobiliers, on a croisé dans le cadre, encore une fois, d'un projet immobilier avec, concernant vos données personnelles, préférez-vous. Et on a une grande proportion du coup de personnes qui sont attachées à leurs données personnelles, et ceux qui sont attachés à leurs données personnelles privilégient majoritairement les banques traditionnelles. Donc cette statistique, elle montre une chose, c'est que les banques traditionnelles sont perçues de nos jours, pour les 18-34 ans, comme plus fiables et protectrices. Donc voilà, c'est intéressant de mettre ça en relief. Ensuite, avec les questions, avez-vous déjà été influencé par une publicité ou un influenceur dans un de ses choix? Avec, dans le cadre d'un projet immobilier, vers quel type de banque vous tourneriez-vous? On remarque sur cette slide que l'influence publicitaire réduit fortement la décision du choix bancaire. Donc là, c'est les équipes marketing qui font du très bon travail dans ce secteur, même si on y reviendra, mais dans les autres secteurs, ça marche aussi. On a cette corrélation entre le marketing, les campagnes de marketing publicitaire, et qui permettent du coup de réduire fortement l'indécision et du coup de s'attirer le client potentiel. Et on remarque du coup là où sur les banques en ligne que du fait de ces campagnes publicitaires, plus de personnes se tournent vers les banques en ligne car du coup elles communiquent mieux et en majorité sur les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'elles paient de plus en plus aux 30 ans.
Ensuite, avant-dernière partie, sur les critères et décisions. Donc là, on a croisé dans deux secteurs, mais c'est une conjecture assez globale. On a pris opérateur mobile et assurance, mais pour tous les secteurs, c'était à peu près la même chose. Quel est votre âge avec votre degré de satisfaction dans chaque secteur? Pardon, non, pas votre degré de satisfaction, votre critère principal pour la sélection d'opérateurs mobiles, etc. par exemple. Et on remarque du coup pour les 18-29 ans que le critère principal, c'est bien évidemment le prix. Même si on remarque au fur et à mesure que l'âge évolue, par exemple pour les 30-34 ans, qu'une montée d'intérêt pour la transparence, la simplicité et les innovations digitales. Voilà, donc le constat est à peu près similaire pour les autres secteurs. Voilà. Ensuite, allez-vous régulièrement ouvrir votre boîte aux lettres avec, il va nous suivre lui, avec le format papier vous semble-t-il pertinent pour les documents envoyés par votre assurance? Encore une fois, c'est assez global, on aurait pu choisir beaucoup d'autres secteurs. Et on remarque du coup que plus la boîte aux lettres est fréquemment, plus la boîte aux lettres est fréquemment ouverte, plus le format papier est perçu comme pertinent. Donc j'enfonce un peu une porte ouverte, mais ça a son importance pour la slide qui vient juste après, sur l'usage du papier. Donc on a croisé, seriez-vous intéressé par des communications personnalisées en format papier? Allez-vous régulièrement ouvrir votre boîte aux lettres hors colis? On montre que l'intérêt pour des communications personnalisées en format papier, c'est étroitement lié à la fréquentation d'ouverture de la boîte aux lettres. Donc le comportement postal s'affirme et s'avère être un bon indicateur de réceptivité au canal papier. Plus on va ouvrir sa boîte aux lettres, plus la personne est susceptible d'être touchée et concernée du coup par ces communications papier. Ensuite, encore une fois sur l'usage papier, le format papier vous semble-t-il pertinent pour les documents envoyés par votre banque avec la perception du secteur, de ce même secteur. La perception, du coup, la pertinence du format papier est fortement corrélée à la qualité perçue de la relation bancaire et du service de manière générale. C'est-à-dire que, c'est ce que je disais, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que le papier a cette fonction du coup il permet de certifier. C'est vraiment un réel gage de qualité pour les 18-34 ans. Et donc on a du coup un peu ce postulat que la confiance dans le fournisseur est conditionnée en majorité par le support de communication papier. À savoir du coup plus la qualité, plus on a une bonne perception de sa banque, de son assurance, plus le format papier du coup nous intéresse. Et du coup c'est très intéressant de voir ça. Voilà, donc on arrive un peu à un petit débrief du coup de ce tri croisé sur les bonnes informations, les bonnes nouvelles du coup pour le papier et pour les secteurs. Petit récap, donc dans les banques, 63% des jeunes reçoivent encore un document en format hybride, soit papier plus digital. Et si on ramène ça à la population, ça fait plus de 10 millions de jeunes qui sont concernés du coup par le papier et du coup par le digital. Et donc ces 10 millions de personnes, c'est pas marginal du tout, c'est une vraie clientèle. Et ça, sûrement, c'est aussi une clientèle qui risque de durer. Parce que le format hybride, on expliquera surtout avec Marie pour les recommandations, mais n'est pas prêt du coup de disparaître, mais au contraire va sûrement compléter ce que le digital n'a pas. Ensuite, dans l'énergie, plus d'un quart de jeunes jugent le papier encore pertinent. Donc ça aussi, c'est une très bonne nouvelle. Ensuite, 60% des jeunes continuent de recevoir des documents publics, à la fois papier et digital, et donc ce qui fait de lui le papier reste le document incontournable de l'administratif. 28% des jeunes assurés trouvent encore le papier utile, cela représente 5 millions de clients potentiels à adresser, et une base solide pour des communications ciblées. Ensuite, dernier slide de bonnes nouvelles. Non, je rigole, il y en a un truc qui vont venir avec Marie. Même dans la téléphonie, domaine perçu comme 100% digital, plus d'un jeune sur deux reçoit encore ces documents en format hybride. Donc le papier reste un complément du format hybride, du format digital, 100% digital. Et même les profils du coup les plus digitaux, de 73 à 118%, sont favorables à des communications papier personnalisées. Avant-dernière donnée intéressante, ces chiffres montrent bien qu'il y a une... Ah non, du coup, c'est un peu une conclusion, excusez-moi.
Il n'y a pas de disparition du papier, mais une réelle évolution vers un usage hybride, où le digital apporte de la rapidité, et le papier de la preuve et de la confiance. Donc c'est vraiment deux éléments qui sont un peu indissociables aujourd'hui pour la communication. Et du coup, petite note de fin, l'avenir n'est pas 100% digital, et c'est le bon canal au bon moment. Le digital pour l'instantanéité et le papier pour la sécurité, c'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure. Et voilà, je vous laisse Marie pour les recommandations. Merci beaucoup. Du coup, je reprends la main pour la dernière partie de cette étude. Comme l'a dit Cyril, la synthèse et les recommandations, c'est ce que vous attendez le plus, je pense. Alors, quelques petits chiffres, bon, pas très intéressants pour vous, mais un peu pour vous montrer comment on travaille. Sur le bilan des administrations, on devait faire 800 questionnaires, on en a réalisé 736 en 5 minutes et 53 secondes. Voilà, je passe maintenant aux choses plus importantes. Alors, on a décidé de faire une conclusion pour chaque secteur. Ça va être un petit peu redondant sur ce qu'a dit Cyril, mais au moins vous l'avez bien en tête. Donc je commence par les banques tout de suite. Les banques, la tendance un petit peu clé ont été que les jeunes adultes expriment une perception distante et commerciale des banques traditionnelles. On a 72% des répondants qui associent la banque à une institution utilitaire, mais froide, et peu adaptée à leurs besoins de vie et à leur parcours de vie, et sur ça je vais vraiment revenir là-dessus. Pourtant, la digitalisation des services est bien accueillie, mais elle ne remplace pas non plus le besoin d'un accompagnement personnalisé. On a aussi une confiance qui est parfois fragilisée parce qu'on a des offres qui sont jugées complexes, comme l'offre de crédit par exemple, et d'épargne qui est jugée assez compliquée à comprendre. Les mots qui sont le plus souvent revenus, bon, on l'a déjà dit, donc argent, prêt et crédit, avec des sentiments assez partagés entre nécessité et méfiance, à cause de toutes ces offres qui sont jugées assez complexes, et un manque d'écoute ou de conseils adaptés à leur âge et à leur situation. Donc petit aparté sur le parcours de vie, c'est vrai que nous par exemple, moi personnellement à l'école de commerce, on a tous le même âge, on est tous dans les mêmes classes, et pourtant on a des parcours de vie extrêmement différents entre ceux qui partent en Erasmus pendant 3, 6 mois, 1 an, ceux qui partent en stage à Paris, à Grenoble, du coup on est basé à Grenoble, ou encore nous qui restons en parcours associatif 2 ans dans la même ville avec un appartement à trouver. C'est des prêts qui sont complètement différents, des crédits qui sont complètement différents, et pourtant on est tous dans la même classe avec des besoins de vie complètement différents. Et c'est vrai qu'on arrive sur le marché, on ne comprend pas, enfin, on n'a pas cette habitude des banques ou de créer des comptes, et c'est pour ça qu'un accompagnement personnalisé est vraiment, a été mis en avant en fait, dans le questionnaire, tout simplement. Et donc, petite dernière phrase, donc les banques perçues positivement sont celles offrant justement une application claire, réactive avec des options modulables. Donc vraiment, c'est un constat qui montre un enjeu majeur pour les banques, de regagner la confiance des jeunes en proposant justement des services plus fiables, plus lisibles, plus humains et véritablement adaptés à nos parcours de vie. Passons maintenant aux assurances. Donc vous allez voir, les constats sont souvent les mêmes, et j'ai trouvé ça justement intéressant, même si je redis parfois la même chose. Finalement, les enjeux sont vraiment les mêmes pour tous vos secteurs. Donc l'assurance souffre malheureusement d'une mauvaise image chez les jeunes à cause d'un langage compliqué, d'un sentiment d'arnaque, on a trouvé ce mot assez souvent, et d'un manque de clarté malheureusement. Donc 78% des répondants jugent l'assurance nécessaire mais peu compréhensible. On a vraiment une attente de pédagogie et de flexibilité qui se dégage, notamment dans les démarches de souscription et de déclaration. En effet, les jeunes sont très sensibles à la notion de protection, mais veulent pouvoir choisir et savoir ce qu'ils paient tout simplement. Donc les termes arnaque, protection, compliqués reviennent très fréquemment. On a aussi une forte attente de transparence, Cyril l'a dit, et de formules personnalisables. Donc justement, face à cette image encore trop floue et anxiogène, les assureurs doivent vraiment miser sur la pédagogie, la flexibilité et la transparence pour mieux convaincre cette génération en quête de sécurité et de clarté. Pour ce qui est de l'énergie, encore une fois, vous allez dire que c'est un peu redondant, c'est un secteur flou sur certains tarifs. Donc 63% des répondants se disent mal informés sur leur contrat d'énergie actuel. C'est vrai que quand on rentre dans les études supérieures, qu'on doit avoir son premier appartement, changer d'opérateur, et c'est assez compliqué les premières factures d'énergie. C'est vrai que même moi, ça a été assez compliqué au début. Bref, donc du coup voilà, on a un besoin d'outils de comparaison simples et fiables, et de maîtriser un petit peu ce qu'on paye, de maîtriser sa consommation, son budget.
On a aussi un engagement écologique qui est très fort chez les jeunes, on l'a vu dans les questionnaires, mais malheureusement, beaucoup de doutes de la réalité des offres vertes. Donc il faudrait des offres qui soient vraiment conditionnées avec des preuves concrètes de leur impact. Donc dans ce contexte de transition écologique, les fournisseurs d'énergie ont vraiment un rôle clé à jouer, une opportunité de rendre l'engagement écologique accessible, lisible et concret pour une jeunesse qui est aujourd'hui soucieuse de son impact. Pour ce qui est de la téléphonie, je vais vous parler d'une chose qui est la fidélité. En effet, un des enjeux majeurs à mon avis de la téléphonie, c'est la fidélité. On voit que 32% des répondants ont déjà changé d'opérateur mobile au moins une fois en 2 ans. C'est beaucoup. La plupart des jeunes changent fréquemment d'opérateur en quête de meilleurs prix, de conditions plus flexibles, à cause peut-être de la complexité des offres, des conditions de résiliation qui créent de la frustration parfois. Donc le critère numéro 1, et comme on l'a déjà dit, le rapport qualité-prix. Des offres peu compétitives parfois ou une volonté d'un nouvel appareil à moindre prix. Donc les jeunes attendent vraiment des forfaits simples, sans engagement, avec des options désactivables à tout moment. Et aussi on a un petit point sur le service client qui a été pas mal critiqué sur la téléphonie. Parfois difficile à joindre, un manque de réactivité et des parcours trop lents. Donc pour fidéliser des jeunes qui sont aujourd'hui hyper volatiles, les opérateurs doivent simplifier radicalement l'expérience client et proposer des offres claires, sans engagement ni surprise, tout en valorisant la fidélité. Finalement, le secteur public. Alors le secteur public, 3 termes ont été beaucoup utilisés, lent, administratif et compliqué. En effet, les jeunes jugent les démarches administratives trop lentes, compliquées et bureaucratiques. C'est vrai que même moi, j'ai dû refaire mes papiers d'identité et c'est très compliqué quand on ne sait pas comment faire et comment s'y prendre. Il y a beaucoup de sites qui ressemblent à des sites du secteur public et donc moi-même, je me suis fait arnaquer et j'ai dû refaire tous mes papiers d'identité. Voilà. Donc on a vraiment un besoin de simplification et de clarté sur tous les sites qu'on peut trouver sur Internet. Et donc, oui, voilà, ce besoin d'efficacité et de simplification. On a aussi le papier qui est beaucoup revenu pour l'administration. Donc 67% des jeunes jugent le format papier peu pertinent pour des documents publics ou redondant quand il ne sert pas de preuve officielle. Et on reviendra là-dessus. C'est vrai que le papier, maintenant, va vraiment servir à tester quelque chose de clair, d'officiel, à avoir une preuve concrète. Donc justement, pour regagner la confiance des jeunes, le service public doit simplifier, clarifier leur démarche en combinant digital fluide, enfin le digital, et le papier ciblé comme preuve officielle. On va maintenant passer aux recommandations. Forcément, le moment le plus intéressant. On a donc élaboré 6 recommandations concrètes à l'aide des données, mais aussi des recherches qu'on a pu faire de notre côté au sein de GEM Junior Conseil. Alors tout d'abord, la première recommandation, construire un modèle hybride, papier plus digital. La transformation des usages, pour nous, ne doit pas être perçue comme une opposition entre le digital et le papier, mais plutôt comme une complémentarité stratégique. Ce que j'entends par là, c'est que le digital est privilégié pour sa rapidité, son accessibilité et son côté pratique. Mais le papier, lui, conserve une dimension de preuve, de confiance et de sérieux. À l'avenir, l'avenir passe donc par un modèle hybride où chaque canal est utilisé à bon escient, digital pour les démarches courantes, rapides, papier pour les documents officiels, les récapitulatifs ou les moments de vie structurants. On a quelques exemples pour les différents secteurs. Par exemple, la banque, ça peut être une notification mobile pour alerter d'un découvert imminent, mais à côté, des envois d'une attestation papier pour un prêt étudiant ou un contrat d'épargne. Pour l'énergie, ça peut être des factures mensuelles digitalisées, mais plutôt des bilans annuels de consommation en version papier pour servir de traces durables. La deuxième recommandation, c'est refondre l'espace client en centre de pilotage. Aujourd'hui, les espaces clients sont perçus comme complexes, peu ergonomiques et souvent inutiles. Les jeunes attendent des plateformes simples, Les jeunes attendent des plateformes simples, visuelles et centrées sur leurs besoins réels, capables de leur donner autonomie et lisibilité. L'idée, en gros, c'est de transformer ces espaces en centres de pilotage intelligents où chaque fonctionnalité répond à un usage concret. Ça peut être comprendre sa consommation, gérer une option, suivre une demande. Cela permet de restaurer la confiance et de rendre la relation plus fluide. Justement, je vous l'avais dit, le papier va vraiment être synonyme de sûreté, de confiance entre les jeunes et les secteurs.
Je reprends des exemples, ça peut être dans l'assurance, un tableau clair avec des contrats simplifiés, sinistres en cours, options activables en un clic, ou encore le service public avec un portail unique regroupant suivi de dossiers, échéances et justificatifs officiels. On sait qu'il y a plein de sites pour aller récupérer les documents de, je sais pas, de la CAF, des impôts. C'est souvent compliqué pour les jeunes et donc notre recommandation ici, c'est vraiment de tout centrer dans un seul et même espace client. Pour la troisième recommandation, je pense que celle-là va vous plaire, exploiter le capital confiance du papier. Pour nous, le papier ne doit plus être systématique, mais ciblé. Je vous l'avais dit, il doit être utilisé avec pertinence. Le papier ne va pas disparaître, mais il peut devenir un support premium, porteur de sérieux et de fiabilité. Il peut être une valeur symbolique forte. Il rassure, il se conserve, il officialise. Les jeunes le rejettent quand il est redondant, mais ils le valorisent quand il a une fonction de preuve. Je vous donne d'autres exemples. Dans l'énergie, un relevé annuel papier comme trace durable des consommations. Dans la banque, un envoi d'un document officiel lors d'une ouverture de compte, surtout quand les parents participent à la décision. On en avait parlé, style de proche coach, où les parents et les proches ont une très forte influence sur les jeunes. Pour ce qui est de la quatrième recommandation, donc segmenter les messages selon les moments de vie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas l'âge qui différencie les attentes, mais vraiment la situation de vie. En effet, être étudiant, jeune actif, expatrié, colocataire, jeune parent, tous n'ont pas les mêmes besoins ni la même façon de recevoir l'information. Donc la clé serait vraiment de contextualiser les messages pour les rendre utiles et pertinents. Un étudiant n'a clairement pas les mêmes besoins qu'un trentenaire qui achète un nouveau logement. Donc cette segmentation augmente vraiment l'efficacité et réduit la saturation. Par exemple, pour l'énergie, des communications ciblées lors d'un déménagement, expliquant pas à pas la mise à jour du contrat, ou le service public, des messages clairs et adaptés selon qu'il s'agit d'une demande de bourse étudiante ou d'un congé parental. Cinquième recommandation, valoriser l'inclusion et les relais intergénérationnels. Comme on vous l'a dit, papier joue un rôle essentiel pour ne pas exclure certaines populations. Dans les zones rurales plus particulièrement, il reste le canal dominant et garantit une inclusion territoriale. Donc de plus, les parents restent des relais décisifs dans les choix, on l'a dit. Donc pour eux, le papier, c'est vraiment un support de confiance qu'ils lisent et conservent à l'avenir. Et donc, ça va vraiment passer par une stratégie qui implique les parents, comme co-décideurs par exemple, et qui maintient le papier là où il reste culturellement et socialement incontournable. Par exemple, pour les banques, l'ouverture de comptes accompagnés d'un dossier coparent signé par l'enfant, ou bien la téléphonie, une offre parents plus jeunes, activée conjointement avec la signature papier et options éducatives par exemple. Dernière recommandation, donc envoyer des communications utiles, lisibles et anticipées. En effet, on reçoit énormément de communications tous les jours, que ce soit par mail, par SMS, des contenus qu'on peut juger parfois trop longs, trop techniques, trop commerciaux. Et donc c'est vrai qu'il faudrait privilégier des messages clairs, courts et pratiques, surtout reçus au bon moment. Cela implique tout simplement d'envoyer moins, mais mieux. Donc des messages qui seraient anticipés et qui préviendraient plutôt que des rappels tardifs. Donc chaque canal doit vraiment être utilisé pour sa force, le SMS pour l'alerte rapide, l'email pour l'explication détaillée et le papier pour la trace durable. Par exemple, pour les banques, un SMS, vous avez dépassé 80% de votre découvert autorisé, suivi d'un récapitulatif de papier annuel, ou bien pour l'assurance, des notifications mobiles confirmant un remboursement complété par une attestation par pied. Donc voilà pour la fin de nos recommandations. Merci pour notre écoute. On va maintenant passer à vos questions. Je sais qu'on vous a bombardé d'informations pendant 1h30. J'espère que vous avez compris. Et en tout cas, on a été ravis de faire cette conférence avec vous. Alors, qui ouvre le bal des questions, qui a envie de poser des questions? Merci à vous en tout cas pour la restitution. Alors, merci beaucoup pour votre restitution. C'est très agréable d'avoir le point de vue des nouvelles générations sur le devenir du papier et les nouveaux moyens de communication. Il y a un aspect qui, pour moi, aurait peut-être pu aussi être abordé en termes de représentativité écologique et perception écologique. Est-ce que vous avez aussi abordé ce sujet-là ou c'est des choses que vous avez totalement
mis de côté sur l'empreinte environnementale. Tout à l'heure, vous avez parlé du vert, l'énergie verte, mais ça c'était un aspect vraiment de votre questionnaire. Est-ce que cet aspect-là aussi peut faire partie des choses sur lesquelles vous pouvez développer? Ça marche? Ouais, ça marche. Excusez-moi. Bah, merci pour votre question. Il est vrai du coup sur nos questions que l'aspect vert a été évoqué qu'est-ce qui différencie pour vous la question, qu'est-ce qui différencie votre fournisseur, en quoi il se distingue? Et dans ces réponses, il y avait l'aspect environnemental, le prix, etc., etc. Donc il est abordé que sur ce thème-là. Mais après, c'est un sujet à creuser et je serais ravi d'en parler. Merci beaucoup. Je rajoute juste quelque chose, c'est que forcément, on n'a pas trop parlé de tout ce qui est vert, renouvelable, sur l'écologie. Mais bien évidemment, nous en tant que jeunes, je pense qu'on peut aussi se prononcer. C'est vraiment un thème qui se propage énormément chez les jeunes. Beaucoup de personnes se sentent beaucoup plus impliquées dans ce nouveau phénomène. Et je pense, je parle pour tout le monde, que c'est important d'essayer de capitaliser là-dessus. Beaucoup se sentent, surtout la nouvelle génération, la génération Z, se sentent impliqués dans ces différents enjeux. Et je pense que vous, en tant que fournisseur, institution publique, la banque, etc., essayez vraiment d'appuyer là-dessus pour rassembler plus de jeunes, les comprendre. Voilà, tout au long, on a parlé, les jeunes cherchent beaucoup de relationnel, être proches de leurs fournisseurs. Et je pense que c'est aussi par ce moyen que vous pouvez essayer de mieux les comprendre et peut-être de mieux les accompagner. Une autre question ? Attention. Non, pas du tout. Comment vous avez géré en fait le questionnaire? Vous êtes passé par un mode digital, vous avez fait de la présentielle dans la rue pour aller voir les gens. En fait, comment vous avez contacté pour avoir 780 personnes et faire la cible en fait? Alors on a utilisé plusieurs moyens. Donc oui, le digital, on l'a envoyé sur des groupes. Nous on a énormément de groupes avec nos amis en école par exemple. On a aussi utilisé le canal, donc aller dans la rue, aller voir les gens grâce à nos administrateurs. Et oui, les QR codes aussi, beaucoup qu'on a. Oui, format papier qu'on a imprimé et qu'on a pu coller un petit peu partout. Donc un petit peu tous les moyens quoi. Celui qui rapporte plus de résultats, c'est le digital le plus facile là. C'est dans la rue, si les gens ont pris le temps de répondre ou pas. Oui, largement digital. Oui. Ouais. Et juste pour ouvrir, c'est un huitième. Ouais. Un huitième du QR code. Juste pour ouvrir sur les deux questions qui ont été posées, ça va peut-être vous amener à poser des questions. On réfléchit à ce que ce soit le début d'une étude de référence TDE avec ses sponsors. Donc vous aurez bien évidemment le détail qui sera envoyé à tous les participants, mais on réfléchit à faire de cette étude peut-être quelque chose de suivi d'année en année qui permettrait de compléter cette étude. Marion, ta question est très pertinente sur la perception des jeunes sur le bilan carbone d'un email versus le courrier papier. Et donc si en réunion de débrief avec les sponsors, on va dans cette direction, on va peut-être considérer que c'est la naissance d'une étude de référence sur les 18-34 ans qu'on poussera vers d'autres questions, vers d'autres horizons, pour l'incrémenter chaque année. On la restituera peut-être pas chaque année, ou peut-être qu'on en fera une restitution, mais voilà, c'est peut-être la naissance d'une étude qu'on pourra compléter par la suite. Louis, on pourrait peut-être leur poser la question, leur perception en tant que jeune consommateur. Pardon. Quelle est votre perception à vous justement sur ce sujet d'écologie, le papier versus digital? Vous êtes jeune consommateur, est-ce que vous avez l'impression que le papier est plus vertueux que le digital? C'est pas une question piège, hein. C'est juste pour avoir votre avis en fait, pour savoir par rapport à votre éducation, par rapport à comment vous consommez, quelle est votre perception de ce produit en fait? Il y a un biais, j'ai déjà eu un échange avec eux sur le sujet. Donc, mais en fait, ma question elle est simple, c'est juste pour vous savoir comment on doit s'adapter et si on va faire la pédagogie par rapport à vous en fait, tout simplement si... Du coup, oui, je pense que la pédagogie a été faite, c'est moi qui ai posé la question. Je suis coupable, je suis désolé. Non, mais du coup, oui, au prime abord, l'opinion commune, on se dit forcément, c'est que le papier pollue plus
que le digital, mais du coup, on m'a éduqué. J'ai appris. Et vous ne trompez pas, c'est nous les fautifs. Si vous pensez ça, c'est de notre faute. On n'a pas bien fait notre boulot. Pour les manuels, du coup, en classe. On a une marge de progrès. Pardon, j'avais déjà quelques questions qui étaient lancées là. Alors, moi je me suis noté un passage intéressant sur le fait que même les Digital First seraient ouverts à recevoir un papier ultra personnalisé. Mais est-ce que vous avez creusé sur quel serait ce papier? Qu'est-ce qu'ils veulent voir dans ce contenu? Qu'est-ce qui ferait waouh, j'ai envie de le lire, de commander? Est-ce qu'ils vous ont parlé de papier connecté, etc.? Alors c'est vrai qu'on n'a pas vraiment creusé sur cette question-là au bout du questionnaire qu'on avait, mais personnellement un papier personnalisé ça peut passer par un design complètement différent, avec je sais pas moi, des couleurs, un nom, des choses qui viennent tout de suite à l'œil, parce que c'est vrai que sous une pile de papier énorme, on ne la regarde pas forcément. Donc pour moi ça peut passer par un certain design. Après c'est vrai que c'est une question qu'on pourrait creuser par la suite, qu'on n'a pas fait dans notre questionnaire, mais Oui, bonjour, je suis là, Jean-Luc, Emmanuel, d'Orange. Je faisais une remarque par rapport au fait que le papier, le digital, ça pollue plus, ça pollue moins. Chez nous, le papier vient systématiquement en plus de parcours 100% digitaux. Et à ce titre, on cherche à cibler les bonnes personnes à qui envoyer le papier et le faire uniquement quand c'est nécessaire pour eux. Et principalement des factures, du coup le reste on essaye d'abandonner quand même. C'était une remarque par rapport à la remarque précédente. Merci. Bonjour, donc Lana Pavlich de Tessivit. D'abord, je voulais vous dire que j'ai trouvé la présentation très intéressante. Je trouve impressionnant que vous ayez fait 736 questionnaires à près de 6 minutes chacun. C'est assez impressionnant. Je voulais juste vous faire mon retour. L'information principale que je retiendrai, c'est que les jeunes ne vont à leur boîte aux lettres qu'une fois par mois. Et encore. Hors colis. Non plus. Non. On a fait un joli filtre quand même sur le colis parce que on a tous des enfants. Alors, j'avais une question, c'était savoir si vous avez pris en compte l'aspect mobilité, justement, parce que la tranche d'âge est 18-24 ans, on est généralement aux études, et est-ce que le fait d'être plus à son école ou à faire des stages a une influence sur la consultation plutôt papier ou plutôt digitale? Sur la mobilité, pas tellement, mais on a du coup des questions sur est-ce que vous êtes en alternance, en emploi, étudiant, et là ça s'approche un peu de ce que vous dites, mais des questions sur la mobilité comme ça, pas vraiment. Donc à creuser. Oui, ce qu'on pourrait faire, parce que je pense qu'on a les questions adéquates, mais on n'a pas fait les trous croisés pour cette question particulière. Je voulais vous demander, allô? Je vous demandais si vous aviez utilisé l'intelligence artificielle pour l'analyse et l'interprétation des résultats de l'étude, et si oui, quels outils vous avez utilisés? C'est une très bonne question. Forcément, vous le verrez après, on organise un atelier sur l'IA. Alors oui, on a utilisé l'intelligence artificielle pour l'analyse des données, mais ce qui est important de comprendre, c'est que quand on envoie une information à une intelligence artificielle, que ce soit ChatGPT, Gemini ou d'autres, c'est important de retravailler ce qu'on envoie et ce qu'on reçoit. Donc nous, comment ça s'est déroulé? On a reçu les données donc sur notre logiciel Sphinx, on a reçu toutes les données. Puis, pour la rédaction des analyses, comment bien les percevoir, on les a envoyées à ChatGPT, la version premium. Et forcément, une fois qu'on a reçu, on a une certaine réponse, et forcément on le retravaille. Ça peut être avec des questions beaucoup plus précises. D'accord, je veux que tu m'analyses cette donnée-là, mais en prenant en compte certaines conditions. Et ensuite, bien sûr, nous, on retravaille à la main ce qui a été donné pour avoir un résultat de qualité.
première version qu'on peut avoir avec ChatGPT et la version qu'on a retravaillée n'a vraiment rien à voir. C'est pour ça qu'on verra ça pendant l'atelier, mais oui, on a utilisé l'IA, mais c'est vraiment un outil plus que quelque chose qui nous a permis de faire la synthèse au complet. Voilà. Ça dépend aussi des usages. Certains préfèrent juste paraphraser. L'interprétation se fait directement par le consultant, et donc paraphraser juste les points les plus importants. Même on sait qu'on n'a pas un peu de moratoire sur la question, savoir pas le donner. Du coup, vu que c'est nos données, on en fait un peu du coup ce qu'on veut. Mais par exemple, les données des clients, on n'a strictement pas le droit de les mettre, c'est encore heureux. Et du coup, nous, on n'a pas de moratoire là-dessus. Peut-être qu'on en aura par la suite, mais c'est pour ça que du coup, on peut se permettre de faire ça, mais ça va peut-être évoluer. Oui, je voulais vous remercier déjà pour votre... ici, je suis ici. Voilà, merci beaucoup pour votre étude très intéressante. Moi, j'avais une petite remarque. Vous avez parlé digital, on a parlé papier. Vous avez parlé que le papier, c'est intéressant pour une communication plus personnalisée. Il y a une particularité du papier qu'on n'a pas évoquée, c'est que le papier, en fait, il est contenu dans une enveloppe. Est-ce que pour vous, vous pensez qu'il y aurait un intérêt, il y a un intérêt aussi de personnalisation au travers de l'enveloppe, le porteur déjà du courrier, avant d'ouvrir l'enveloppe? Est-ce que pour vous, ça aurait un intérêt d'avoir une personnalisation particulière du format du contenant, en fait? Alors moi, personnellement, oui. C'est sûr que si on peut différencier chaque enveloppe et donc savoir exactement, oui, cette enveloppe, ça va être mon courrier personnalisé sur telle ou telle chose, très clairement, ça pourrait permettre de savoir, de se différencier, oui, de savoir quoi ouvrir et qu'est-ce qui est de l'appli, qu'est-ce qui n'est pas de l'appli, par exemple. Tout est une question de design, encore une fois, je pense. Ouais, alors je vais poser une question, je vais demander à Jérôme. On va avoir quelques secondes pour réfléchir. Je voulais le remercier et lui rendre hommage au travers de cette question, parce qu'en fait, c'est Jérôme qui nous a mis sur la piste de demander à des jeunes générations de venir un peu nous dire quelles étaient leurs attentes. On était en réunion de débriefing du TDE de l'année dernière, début janvier, et tu nous as dit, bon, Loïc, Jean-Luc, le développement durable, la marque employeur, vos conférences, c'est sympa, mais mettez des jeunes, donnez la parole aux jeunes, essayez de trouver un moyen que les jeunes donnent un regard sur leur donneur d'ordre et la place du papier dans cette communication. Est-ce que toi, qui es le papa de cette idée, tu as trouvé ton compte aujourd'hui et quelles questions tu as envie de leur poser? Est-ce que tu peux nous dire un petit mot? Alors, en tout cas, bravo pour votre étude. Alors moi, j'ai la chance d'avoir un labo un peu à la maison, parce que j'ai 4 garçons, et effectivement, je vois un petit peu... Et je viens de comprendre effectivement que les enveloppes blanches, ils ne les ouvraient pas, je suis d'accord avec vous, et effectivement, une enveloppe plus personnalisée avec de la pub, ils l'ouvrent tout de suite. Donc effectivement, ce que vous avez dit tout à l'heure, il y a 2 minutes, là, je pense que c'est important. Effectivement, on fait une TDE depuis plusieurs années et on parlait que de nous, quoi. On parlait que de nous et à un moment, on ne parlait pas des clients de nos clients. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, on est un peu poussé entre le papier, le digital, qu'est-ce qu'on doit faire. Je pense qu'il faut continuer à faire les deux, c'est ce que vous démontrez aujourd'hui. Le vert, les jeunes, vous êtes tous pour le vert, donc je pense qu'il faut qu'on arrête de dire le papier c'est plus propre que le digital. On le sait tous. Maintenant, voilà. Donc encore merci pour votre présentation et bravo. Merci Jérôme. Merci à toi. On a encore quelques minutes pour des questions avant la conclusion. Bonjour, merci pour votre restitution. Je me posais une question parce que vous avez parlé des différents canaux, donc effectivement SMS, mail et envoi papier. Et quid en fait des envois par email où on joindrait un PDF qui finalement est la même chose que ce qu'on pourrait vous envoyer sous une enveloppe et qui a la charge de preuve et pour lequel vous n'avez pas évoqué ce type en fait de message dans votre étude. Et je ne parle pas de l'impact environnemental de l'envoi d'un PDF. Je pense qu'on n'en a pas vraiment parlé, puisque les mails, c'est quelque chose qu'on reçoit énormément et qu'on n'ouvre pas forcément. C'est vrai qu'un mail important peut très clairement passer au travers de mails pour la pub ou de mails, j'en sais rien.
Donc c'est pour ça qu'un papier personnalisé avec une enveloppe par exemple designée, on va savoir que c'est important et ça on va le prendre, on va l'ouvrir et on va pouvoir voir l'information. Un email, même si c'est marqué important, personnellement je sais que je peux en rater plein. Voilà. Et les documents qui vous sont mis à disposition dans les espaces clients par exemple? Ouais. Alors ça par contre oui, parce qu'un espace client c'est quelque chose qu'on va pouvoir regarder pour avoir l'information qu'on cherche. Et du coup, bah oui, forcément, les documents PDF dans l'espace client, on va les voir et on va les regarder. Avec l'application adéquate, évidemment. Juste pour rajouter quelque chose, concernant les PDF, moi je trouve que c'est important que dans les mails, d'envoyer directement les PDF plutôt que de rediriger vers un site où il faut remettre son adresse mail, son mot de passe. Forcément, nous, voilà, on a moins envie d'aller chercher ces documents. Alors qu'on reçoit le mail, on a directement le PDF et c'est beaucoup plus simple. Problème de réglementation. Question là? Oui, bonjour. Vous montriez que plus on vieillit, plus on a d'appétence pour la sécurité, et ce qui est partagé ici. Là. Mais qu'est-ce qui est jugé comme intrusif? Qu'est-ce qui est jugé par vos personnes que vous avez interrogées? Qu'est-ce qui est jugé comme intrusif? Qu'est-ce qui est jugé comme tolérable? Est-ce que le fait de recevoir un SMS c'est intrusif? Est-ce que le fait de recevoir un mail c'est intrusif? Est-ce que c'est le texte du mail, le texte du SMS? Est-ce que c'est l'invitation à aller sur un site client? C'est quoi? Qu'est-ce qui dérange? Ok, alors merci pour la question. On n'a pas du coup interrogé les personnes dessus, mais du coup on va peut-être parler de notre expérience. Une prospection un peu téléphonique, on va dire que c'est intrusif. Parce que du coup ça concerne un peu nos données personnelles, c'est nos numéros de téléphone, on n'a peut-être pas envie qu'ils soient aux yeux de l'entreprise. Accepter un cookie qui donne suite du coup à plusieurs démarchages commerciaux, c'est le début de la démarche intrusive. Après personnellement, tout est question de consentement. À partir du moment où on accepte de partager ses données, pour moi recevoir un mail avec mon nom, mon adresse mail, si je l'ai accepté et que ça me permet d'avoir des données personnalisées, personnellement c'est pas intrusif. Bah, comme l'a dit Cyril, forcément, moi je trouve que les appels téléphoniques c'est beaucoup plus intrusif, on est moins préparé, alors que lors des SMS, des mails, on a le temps de regarder, s'informer, et je trouve que c'est beaucoup plus, enfin, de mon point de vue, beaucoup plus acceptable que des appels téléphoniques. Merci. Encore une dernière question? Une question pour l'Assemblée. Levez la main celles et ceux qui voudraient que cette étude s'enrichisse chaque année d'une mise à jour avec des nouvelles questions. Si vous pouvez lever la main. Ah, il y a un avis assez unanime, bravo. Donc c'est plébiscité. C'est une bonne nouvelle pour vous, la junior entreprise. Et pour vos successeurs. Eh bien, un grand merci. Je vous propose de les applaudir très très fort.